propose qu'on démarre à peu près à l'heure pour se laisser le temps de pouvoir traiter tous les sujets et surtout de pouvoir échanger. J'en profite pour saluer, pour commencer, le président du comité de quartier jeunesse, M. Barnos, qui est présent. Cette réunion, je me suis donné comme timing 1h30. 1h30. Donc voilà, pour terminer aux alentours de 19h30, c'est pour ça ici on a commencé à l'heure. Donc merci tout d'abord pour votre présence nombreuse à cette rencontre, à ce rendez-vous de démocratie directe. Je crois que c'est des rendez-vous qui sont essentiels aujourd'hui dans la relation entre les élus et les citoyens. Et je crois que ces réunions sont essentielles aussi pour qu'ensemble on puisse échanger sur la réalité des projets et des problématiques d'une commune. Alors cette réunion, comme nous l'avions fait l'an dernier, pour ceux qui avaient pu y assister l'an dernier, sera tout d'abord l'occasion de faire un point sur les grands sujets de la commune, puis de venir sur les problématiques qui concernent directement votre quartier, votre vie quotidienne. Et puis aussi, c'est l'occasion de revenir sur, je cite souvent Léon Madi, il y a beaucoup de choses qui se disent, donc c'est l'occasion entre nous de se dire réellement les choses. Quoi qu'il en soit, moi ce que je souhaite, c'est que cette réunion soit la plus interactive possible, donc n'hésitez pas à intervenir sur les différents sujets sur lesquels on viendra, et d'autres si besoin est, puisque au sommaire de cette réunion, donc on reviendra sur la question de l'offre de soins, on parlera de la question du développement de la commune, on reviendra sur les sujets du quartier, notamment les sujets qui avaient été mis en avant l'année dernière et des réponses que l'on a pu apporter ou pas, parce que des fois on n'a pas pu apporter des réponses, et bien entendu les questions diverses qui viendront à l'occasion de nos échanges. Donc je vous propose de démarrer sur le premier point, qui est celui de l'offre de soins. C'est un sujet sur lequel on était venu l'an dernier, puisque c'est un sujet effectivement qui nous concerne tous, voire qui nous inquiète tous. Donc je viens faire un point là, par rapport à la situation sur les 12 derniers mois. Alors depuis les 12 derniers mois, alors je me souviens plus trop, mais bon, le cabinet de radiologie a fermé sur la commune. Alors je sais plus si c'était dans les 12 derniers mois. Je crois que c'était le mois de juin dernier peut-être. Cabinet de radiologie qui a été racheté par un grand groupe, et le grand groupe a décidé de recentraliser son activité sur un seul site, qui est sur le site de la Polyclinique. Moi je l'ai appris, souvent je l'ai appris parce que mon père a pris rendez-vous à la radiologie, on lui a dit que ça ferme. Ils n'ont même pas pris la peine de venir nous informer en mairie de cette fermeture. Donc un choix de rentabilité et commercial des propriétaires du cabinet de radiologie. Nous avons connu aussi la fermeture de la pharmacie Praden. Alors c'est peut-être moins votre côté, mais la pharmacie du Mas-Praden a fermé. Elle aussi a été rachetée par les deux autres pharmaciens de la commune de Marguerite, et qui ont fait le choix de fermer cette pharmacie-là pour recentrer l'activité et recentrer la patientèle sur les deux pharmacies, celle du centre-ville et celle de l'avenue de Geneste. Voilà, aussi un choix commercial, je ne sais pas, je fais le constat. En termes de médecins généralistes, depuis l'année dernière, il y a 3 nouveaux médecins généralistes qui se sont installés sur notre commune, et un 4e qui aujourd'hui fait des remplacements va s'installer définitivement à compter de la rentrée prochaine chez le cabinet Cadena Guillotto Rodin. Pour demain, nous avons, vous savez, la santé, c'est pas une compétence de la commune. C'est-à-dire que c'est pas le maire ou le conseil municipal qui peut décider demain d'installer un ophtalmo, un gynéco, un généraliste sur la commune. On est
On est sur une compétence qui appartient à l'État, on a face à nous des professions libérales, donc qui ont le choix de s'installer ou de ne pas s'installer sur tel ou tel secteur. Donc la santé, c'est véritablement le champ de compétences des professionnels de santé et de l'État. Nous avons la chance, sur la commune de Marguerite, d'avoir des médecins, en l'occurrence les médecins du cabinet que je viens de citer, qui portent un projet de maison de santé pluridisciplinaire, de maison médicale, pour parler plus facilement. Ces médecins, c'est quoi une maison de santé pluridisciplinaire? Une maison de santé pluridisciplinaire, ce sont au moins 2 médecins généralistes et une profession paramédicale qui décident de se rassembler pour porter ensemble un projet de santé sur notre territoire. Et nous avons la chance, nous, à Marguerite, d'avoir 3 médecins généralistes et plusieurs paramédicaux qui ont fait ce choix-là, donc de porter un projet de santé sur la commune de Marguerite, un projet qui est en cours de validation par les services de santé de l'ARS et de la CPAM, des maisons de santé qui va voir le jour, administrativement du moins, à partir de la rentrée prochaine. Et ces médecins souhaitent avoir une maison médicale, un bâtiment qui accueille l'ensemble des professionnels qui veulent rassembler. Je vous le disais, la commune n'a pas compétence. Maintenant, la commune, elle peut accompagner, notamment sur le plan bâtimentaire, ces projets-là. Et donc, nous accompagnons ce projet-là en accueillant cette maison de santé pluridisciplinaire sur l'actuelle parcelle où il y a l'école Taillefer, l'école qui est désaffectée et qui va être démolie d'ici quelques jours et quelques semaines, et qui accueillera donc la maison médicale de Marguerite. Cette maison de santé pluridisciplinaire, telle que l'ont prévu les médecins, je dis bien encore c'est de leur compétence, accueillera 10 cabinets de médecins généralistes, 5 nouveaux, et 10 cabinets paramédicaux. Donc là, on sera sur un bâtiment qui appartiendra à la maison de santé. Pour la commune, pour le coup, nous prendrons en charge les locaux qui accueilleront les stagiaires. Parce qu'on sait très bien, on sait bien par expérience de ce qui se fait ailleurs, que la clé en santé, c'est d'accueillir des stagiaires pour leur faire connaître le territoire et leur donner envie de venir travailler avec ceux avec qui ils ont été en stage. Donc les médecins vont créer la maison de santé dans le bâtiment qui sera construit, je reviendrai tout à l'heure, et nous prendrons à notre charge l'accueil à travers des locaux, l'accueil des stagiaires pour inciter ces stagiaires à s'installer. Donc, nous avons cette chance-là. D'autres communes l'ont, c'est le cas de la commune de Roumoulin, c'est le cas de la commune de Bezous. Mais je le dis encore, c'est bien à l'initiative des médecins qu'un tel projet peut arriver. Nous avons la chance d'avoir des médecins qui portent ce projet-là sur la commune de Marguerite. Donc, la maison médicale de Marguerite, la MSP, verra le jour à l'entrée des villes sur ce que l'on appelle la parcelle Taillefer. Et on trouvera également sur cette parcelle des locaux dédiés au commerce et aux services, parce qu'on a un certain nombre de demandes sur différents services et différents commerces, mais aussi des logements permettant l'accession à la propriété, facilitant l'accession à la propriété pour notamment les jeunes ménages, à travers un dispositif qu'on appelle le bail réel solidaire, mais je n'entre pas dans le détail, sauf si vous m'en demandez des précisions. Donc c'est un projet aujourd'hui qui est en travail avec les médecins et qui verra le jour le temps des constructions, le temps de réalisation à l'horizon 2028. Mais la dynamique est là et la dynamique est enclenchée. Donc je ne sais pas si vous avez des questions sur ce sujet de la santé. Donc je vous propose de venir sur le deuxième sujet, qui est celui de l'évolution de la commune. L'objet là de ce sujet, c'est d'abord de partager ensemble et de se dire ensemble, qu'est-ce qu'il en sera de l'évolution de la population de Marguerite sur les 10 ans à venir? Quid du besoin ou du non-besoin de logement sur la commune de Marguerite? Quid des enjeux de notre futur plan local d'urbanisme, le PLU, que nous allons devoir mettre en œuvre? Car aujourd'hui, nous avons un PLU qui date, un plan local d'urbanisme qui date de 2014. Il a été voté en mars 2014.
C'est le PLU tel qu'il existe aujourd'hui, tel qu'il a été élaboré aujourd'hui. Ce PLU, donc il était basé sur la base d'une augmentation telle qu'elle était fixée au niveau territorial, supracommunal, une évolution de la population qui, à l'époque, était estimée de 1% d'augmentation de la population par an. Ce qui a mené à ce chiffre de 11 100 habitants à l'horizon 2027. Ce PLU prévoit dans ses orientations d'urbanisation un certain nombre de zones nouvelles à urbaniser. Je pense à la plaine de Pérouse ici, je pense à la plaine agricole là, 35 hectares qui est urbanisée. Vous savez, c'est un sujet qui avait fait débat au moment de la campagne électorale. Il prévoyait, sur les 900 logements, il y avait un peu plus de 500 logements qui étaient prévus sur cette zone-là. C'est un PLU, parce que cela n'existait pas à l'époque, qui ne prévoit aucune norme de protection en termes d'artificialisation des sols. C'est un PLU qui ne prévoit pas d'éléments de protection pour nos espaces verts, pour nos espaces et nos arbres remarquables. Un terrain que vous connaissez certainement tous, le Mas-Guérard. Le Mas-Guérard, certains sont même voisins. Le Mas-Guérard, avec ses arbres magnifiques, ce n'est pas un espace qui aujourd'hui est protégé par notre PLU. Je de l'époque, je ne porte pas de jugement, je fais simplement comme ça. C'est un espace qui aujourd'hui n'est pas protégé. Je prends le bois charmant. Le bois charmant, ça fait débat il y a quelques mois. Il y a un projet de logement qui a été validé en 2020 et qui a généré la coupe d'arbres qui était immense mais qui n'était pas protégée. Donc le PLU a permis aux promoteurs de faire ce qu'ils souhaitaient sur cette parcelle-là et n'a pas permis à la commune de protéger ces arbres-là. Donc le constat, c'est qu'aujourd'hui, ce PLU, il ne répond plus aux objectifs de 2025, et ce qui est normal, il y a 10 ans, et il ne répond plus, ou pas assez, ou pas, aux besoins du moment et aux besoins de notre société qui a évolué dans sa composition, et je reviendrai. Donc il est nécessaire aujourd'hui de voter un nouveau plan local d'urbanisme. Néanmoins, avant de venir sur ce futur plan local d'urbanisme, revenir sur la question de la consommation d'espace. Il se dit beaucoup de choses sur la construction, etc. Vous avez à l'écran, sur cette carte, la consommation d'espace entre 2011 et 2025. Sur les zones qui sont pleines, rouge, bleu et verte, ce sont les zones des espaces qui ont été consommés entre 2011 et 2021. D'accord ? Avant notre arrivée. En rayé, vous avez les espaces qui ont été consommés depuis 2025, sous notre responsabilité. Sachant quand même que certains projets, je pense notamment à Mézérable, je pense à Hectare, des projets qui ont été initiés par l'ancienne municipalité, qui sont de beaux projets d'ailleurs, et pour le coup, où l'aménagement a été acté après 2020. Voilà, pour vous montrer, parce que je pense que c'est important aussi de visualiser ce qu'il en est de la véracité, de la vérité de l'urbanisation sur notre commune dans les dernières années et dans les 15 dernières années, et en distinguant la fracture de 2027. C'était juste une petite parenthèse. Notre nouveau PLU, notre futur PLU. Notre futur PLU, ici on peut changer, voilà. Notre futur PLU, il doit répondre à de nouveaux enjeux et de nouvelles perspectives. L'enjeu de la loi zéro artificialisation nette, qui interdit toute urbanisation en zone agricole et en zone naturelle. Il doit prendre en compte la question du schéma d'aménagement et de la gestion de l'eau, qui interdit toute construction dans les zones protégées, qui protègent une zone de captage. Et nous, on a un sujet sur Marguerite qui est la zone de Pérouse. Il doit intégrer la question de l'évolution démographique qui est prévue à 10 ans, à 20 ans. Et il doit bien entendu intégrer les besoins en logement de notre population
à l'échelle de 2035. Donc c'est sur la base de ces éléments-là que notre futur plan local d'urbanisme doit être établi. Donc si je rentre dans le détail de ces différents enjeux, tout d'abord la question de la zéro artificialisation nette. Donc l'impossibilité de construire en plaine agricole et en zone naturelle. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une zone en plaine agricole de 35 hectares qui est aujourd'hui une zone à urbaniser, qui dans le cadre du futur PLU sera sanctuarisée pour ne rester qu'une plaine agricole et pour qu'aucune construction ne se fasse sur cette zone-là. C'est non seulement un enjeu de la Lausanne, c'est aussi un engagement politique que l'on a porté avec mon équipe lors des dernières élections municipales. Mais cette question de la zéro artificialisation nette, elle s'apprécie aussi à l'échelle de la zone urbaine, et pas simplement en garrigue et en plaine agricole. Et notre futur PLU, je vous le disais tout à l'heure, il doit écrire des mesures de protection des espaces verts et des zones végétalisées remarquables. Je pense notamment, je reviens aux grands arbres du Masguera, mais pas que, il y en a d'autres sur la commune. Et il doit identifier des zones à l'intérieur de l'enveloppe urbaine qui ne doivent pas être touchées. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, il faut que notre PLU le fasse. Et notre PLU doit aussi, doit intégrer ce qu'on appelle le coefficient biotope. Vous savez, lorsqu'on construit une maison, on a ce qu'on appelle le coefficient d'occupation des sols. Donc on a le droit d'occuper X% d'une parcelle pour réaliser du bâti. Ce que l'on va rajouter à ces règles de construction, c'est que l'on va imposer un coefficient de biotope, c'est un coefficient de végétalisation. C'est-à-dire que nous allons imposer aux futures constructions, quelles qu'elles soient, de la plus petite à la plus grande, un quota, donc je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est très technique et puis ça reste encore à déterminer, un quota d'espace végétalisé sur l'ensemble des parcelles. C'est-à-dire que ça peut être à travers la plantation d'arbres, à travers la réalisation de plantations au sol, mais aussi pourquoi pas en terrasse ou encore sur des murs végétalisés. L'objet est d'obliger toute construction, tout constructeur à végétaliser, à rentrer dans une démarche de végétalisation et donc de désimperméabilisation des sols sur la parcelle concernée. C'est un enjeu important. Aujourd'hui, les enjeux climatiques, on les connaît tous, on en voit les effets quasiment au quotidien. Donc cette mesure-là ira véritablement dans le sens de la moindre artificialisation des sols sur notre territoire. Bien entendu, selon les secteurs d'habitat, les coefficients seront différents. On ne va pas imposer les mêmes règles en centre-ville qu'en lotissement. Il est plus facile de végétaliser en lotissement qu'en centre-ville. Néanmoins, ce sera un coefficient qui s'appliquera sur chacune des parcelles. Ensuite, la question de la préservation de la ressource en eau. Sur la commune de Marguerite, nous avons la zone de captage de Pérouse. Donc c'est la zone de captage d'eau potable qui alimente l'ensemble de la commune de Marguerite. En 2020, le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau, le SAGE, a déterminé un périmètre de protection rapproché, ce périmètre est en violet. Donc là on est sur la zone de Pérouse, si vous le situez bien. On a le terrain de rugby qui est là. Ça peut vous ici. Donc, le SAGE a instauré un périmètre de protection rapproché, donc à l'intérieur de cette frontière violette. Et depuis le mois de décembre dernier, un décret gouvernemental impose au PLU d'intégrer les dispositions, les règles d'urbanisme de ce périmètre de protection rapproché à l'intérieur des règles du plan local d'urbanisme de la commune. Sur ce périmètre-là, autour de la zone de captage, les règles d'urbanisme, elles sont simples. À l'intérieur de ce périmètre, toute construction est interdite. Toute nouvelle construction est interdite. Que ce soit bien entendu des bâtiments, que ce soit des maisons, que ce soit des piscines, que ce soit le moins de coûts que l'on fasse pour faire je pense à des clôtures par exemple, mais c'est le cas aussi de tout bâtiment public, de toute entreprise. On voit que la zone
la zone du TEC est impactée pour partie, la zone Hermès est impactée. Donc, à l'intérieur de cette zone, aucune construction n'est possible. En cas de notre PLU, vous intégrerez bien qu'aucune construction nouvelle. C'est bien. Aucune construction nouvelle n'est permise. Et donc, ce sera des dispositions qui sera clairement affichées dans le PLU. Donc, lorsque l'on écrit qu'il y aura 20, 30, 400, 420 logements sur cette parcelle, ce ne sera pas le cas, parce que tout simplement, ce n'est pas possible. En matière d'évolution démographique, vous m'interrompez si vous avez des questions. N'hésitez pas, ça va se prendre. Je vous l'ai dit tout à l'heure, l'actuel PLU est basé sur une projection démographique qui fixait une évolution de la population de 1% par an. Les données démographiques que nous donne l'INSEE à l'horizon 2050 projettent sur le territoire, sur notre bassin de vie, une évolution de la population de 0,3% par an. Donc bien moins importante qu'elle ne l'était auparavant. Ce qui fait 3% sur 10 ans. Donc si on part de la population recensée à aujourd'hui 8600 habitants, et que l'on projette 0,3% d'augmentation par an, on arrive à une évolution de la population en 2035 à 8000, aux alentours de 9000 habitants. 9000 habitants en 2035. Donc c'est dans ce cadre-là que l'évolution de la commune doit être projetée. Donc, la capacité à accueillir 9000 habitants à l'horizon 2035 sur la commune d'Angers. 11 100 sur les données qui étaient prévues en 2014. Là, on revient à une projection bien moins. C'est pas propre à Angers, c'est propre à l'ensemble du territoire, à la ville de Nîmes, même des projections négatives. Et donc, amène la ville de Nîmes à prévoir une baisse de la population à l'horizon 2050. Si on traduit ça en termes de logement, on connaît aujourd'hui l'état des lieux du logement sur la commune de Marguerite. C'est des chiffres que vous retrouvez sur l'INSEE. À Marguerite, nous avons à peu près 4000 logements. 85% de ces logements sont des villas. Et donc les 15% restants sont des logements. Et la typologie de ces 4000 logements, nous avons 3/4 des logements qui sont des logements de plus de 4 pièces, c'est-à-dire des logements dédiés aux familles, et aux familles et aux grandes familles. Et puis nous avons 1/4 des logements qui, eux, sont dédiés aux personnes isolées, aux jeunes couples, aux familles avec un enfant. Donc une offre de logement qui correspond à la construction qu'a connue Marguerite dans les années 90, où on a construit essentiellement des grandes villas. Aujourd'hui, on sait que cette offre-là, je le dis souvent, aujourd'hui, cette offre-là, cette répartition-là, 75-25, elle ne permet pas de répondre à un certain nombre de demandes que nous avons sur la commune, de petits logements, qui concernent les jeunes qui veulent s'installer sur la commune, qui veulent rester sur la commune, les familles recomposées. Sur l'exercice 2024, j'ai reçu 120 demandes de logement. Sur ces 120 demandes de logement, il y en a 90%, ce sont des personnes qui sont en instance ou qui sont séparées avec un ou deux enfants et qui cherchent un petit logement. Et puis on a aussi une demande d'aînés, de seniors, qui aujourd'hui recherchent des logements adaptés à leur état de senior. Aujourd'hui, on sait que cette offre-là, elle ne correspond pas à l'évolution de la société margueritoise, mais pas que margueritoise, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc ça, c'est l'état des lieux. Donc du coup, nos besoins de logement à l'horizon 2025. Je vous ai dit 250 habitants, 260 habitants supplémentaires pour passer de 8006 à 9000 habitants. Pour accueillir ces 250 nouveaux habitants sur la commune de Marguerite, sur la base de 2,5 habitants par logement,
on estime qu'il nous faut 100 nouveaux logements. D'accord? Une offre de 100 logements. Pour permettre aux Margueritois qui souhaitent rester à Marguerite de rester à Marguerite, les jeunes, les monoparentales, etc., on estime qu'il faut 150 logements pour pouvoir répondre à ces besoins-là. Donc on estime que le besoin sur la commune de Marguerite à l'horizon 2035, c'est une offre complémentaire de logement à hauteur de 250. Si face à ces 250, on met en perspective 237 logements vacants aujourd'hui sur la commune, il y a 237 logements référencés par l'INSEE. Si on met en perspective 237 logements vacants qui sont en réhabilitation et 60 logements qui aujourd'hui sont en construction et qui vont être livrés dans les mois ou les semaines qui viennent, on mesure que finalement le besoin en construction de logement, enfin le besoin complémentaire de logement, il est couvert par l'offre existante. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de nouvelles constructions sur la commune, il y aura toujours des divisions parcellaires. Il n'y a pas besoin d'enclencher un plan de construction et d'agrandissement de la commune sur la base des projections démographiques qui sont les nôtres. Donc le PLU qui sera élaboré s'inscrira dans cette dynamique-là, qui est de dire 250 logements offerts, 250 logements nouvellement offerts à la population, mais couverts en grande partie par le logement existant. Sur les logements vacants, vous savez, la campagne électorale, j'avais un local sur l'avenue Ferdinand Pertus, on appelait notre maison de campagne. C'est un logement, par exemple, qui peut accueillir 4 logements et qui aujourd'hui est vacant. Voilà, ça fait partie de ces 237 logements dont je vous parle. Donc si on résume les enjeux du PLU 2026 et si on les compare au PLU existant, donc une projection de la population ramenée à 9000 habitants, une offre complémentaire de logement ramenée à 250, la mise en place d'un coefficient biotope, donc qui n'existait pas à l'époque, et la mise en place de normes de protection pour les espaces naturels de la commune. Aujourd'hui, je le dis, je le répète, nous avons besoin d'un PLU protecteur de nos espaces, protecteur de notre qualité de vie, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, mais je le dis encore, je ne jette pas la pierre aux existants, c'était les normes de l'époque. Aujourd'hui, le constat que l'on fait, c'est que ce PLU ne nous permet pas de nous protéger des urbanisations massives ou importantes, et vous le savez, sur votre territoire, je pense à la rue des Iris, je pense à la rue du Canabou. Aujourd'hui, un promoteur peut faire ce qui se fait aujourd'hui. Il faut qu'on mette des conditions pour permettre de contingenter tout cela. Donc c'est un PLU qui sera lancé à la rentrée, donc les débats, notamment avec la population, seront lancés à la rentrée prochaine. L'objectif étant de pouvoir arrêter ces orientations-là en fin d'année 2025 pour avoir un PLU qui sera définitivement validé en début d'année, enfin après les élections 2026, donc au deuxième trimestre 2026, et donc opposable dès l'été 2026. Voilà les orientations en termes de logement que je souhaitais, en termes d'évolution de la commune, que je souhaitais partager avec vous parce qu'elles sont déterminantes sur ce que sera Marguerite dans les 10 ans à venir. Avez-vous des questions sur ce sujet-là? N'hésitez pas. Vous avez dit, monsieur le maire, que la population, enfin la démographie semblait baisser, y compris sur les sociales. Je crois qu'il y a plusieurs sujets. D'abord, on est sur un territoire où les coûts de l'immobilier sont très élevés. Nous sommes sur des territoires où le foncier est très rare. Donc les projets sont de plus en plus rares. Et puis on est sur un territoire où le climat est de moins en moins agréable, malgré notre soleil. Et que les projections de l'INSEE, c'est que les régions de l'Ouest et du Nord-Ouest
la Bretagne, la Normandie, et du centre de la France sont par contre, elles, des régions qui vont connaître une évolution positive de la démographie. On a un déplacement de l'attractivité des territoires plus au nord. C'est ce que projette, ce que projeté aujourd'hui les moteurs métiers à la vision 2050. Avez-vous d'autres questions? Monsieur Sou. Merci, monsieur le maire. Je voulais faire juste une parenthèse, parce que vous nous dites 250 logements. On rappellera, dans la Gazette de 2022, vous dites qu'il manque sur la commune environ 700 logements sociaux. Pour éviter, c'est que malheureusement nous connaissons des pénalités, puisque vous nous avez avoué dans le conseil municipal qu'on avait pris sur le mandat plus d'1 million d'euros de pénalité. Quelle est la stratégie que vous comptez mettre en place pour justement remédier à tous ces problèmes-là? Aujourd'hui, vous avez raison, la pénalité pour la commune, c'est plus de 250 000 euros par an. Lorsqu'on fait la multiplication par 6, la durée du mandat, on est près d'ailleurs d'un million et demi que de 2 millions. L'obligation reste la même. Aujourd'hui, on a une loi qui existe en France, la loi SRU, qui fixe un taux de logement sociaux de 25%, donc 25% ramené aux 4000 logements que nous avons sur la commune. Donc il devrait y avoir sur la commune 1000 logements sociaux. Il y en a aujourd'hui un peu plus de 300. Non, 287 ou 297, un peu moins de 300. Donc effectivement, on a un déficit de 700 logements. Après, il y a un contexte, qui est celui-là, avec des règles qui nous sont imposées en termes de construction et de non-construction, avec surtout des projections de population. Donc, la réalisation du logement social qui est nécessaire, parce que la loi l'impose, certes, mais qui est surtout nécessaire parce qu'il y a besoin aujourd'hui de 2 personnes. 3 entretiens, 2 personnes qui sont venues voir pour un logement social. Donc il y a un réel besoin, c'est une il y a un réel besoin sur la commune. Mais la réalisation de logement social, elle s'inscrira, on peut revenir sur la diapo précédente, elle s'inscrira dans ce cadre-là. Elle s'inscrira dans ce cadre-là. On voit très bien qu'on n'atteindra pas l'objectif de ces logements sociaux. Mais il faudra aussi, et je l'espère, que l'État soit cohérent avec ses injonctions. On ne peut pas d'un côté demander à moins urbaniser et de l'autre faire plus de logements sociaux. Il faudra que l'État soit cohérent dans ses injonctions, j'espère. Bon, on échange beaucoup. Alors, échanger avec les services du préfet, c'est une chose. On est plutôt bien entendu. Quand ça dépasse le préfet, c'est plus. Pour votre. Vous savez, sur le conseil municipal, nous avons attaqué devant le tribunal administratif la décision, la pénalité que nous demande l'État. On attend aujourd'hui la décision du tribunal, mais si je peux dire la conclusion sur le résultat qui sera donné. Quoi qu'il en soit, on ne va pas construire des logements pour construire des logements. On ne va pas faire 700 logements, d'abord on n'a pas la capacité de faire, et on ne va pas faire 7 logements alors que le besoin n'existe pas, parce que le besoin il se limite là. Mais il faudra effectivement que dans cette offre de logement, de 250 logements nouveaux, même si ils partent de l'ancien, que l'on propose une offre de logement social. D'autres questions? Oui. Monsieur le maire, bonjour. Concernant les 237 logements réhabilités, pas ceux qui sont en construction, c'est différent, mais ceux qui sont en réhabilitation ou à réhabiliter, ce sont des logements privés, ce n'est pas des logements communaux. Non, pas du tout. Alors comment vous allez forcer le destin des propriétaires de conserver leur logement et qui ne souhaitent pas justement réhabiliter le logement parce que les maires, évidemment, ils n'ont pas trop de pouvoir hormis l'habitat indigne. Alors on a quelques pouvoirs. Alors d'abord, même si on avait décidé de construire 1500 logements, ça ne serait pas sur des terrains communaux parce qu'on n'a pas des terrains communaux pour accueillir 1500 logements. Ce qui était prévu par l'actuel PLU, par cette majorité de la construction de 500 logements sur la place agricole,
c'est pas la commune qui avait le maîtrise foncière. Il aurait fallu que les gens rentrent. Donc effectivement, on est sur de la propriété privée, et il faut mettre en place là des mesures qui incitent les gens à remettre leurs biens à l'habitat, leurs biens vacants à l'habitat. Alors il y a des mesures incitatives dans le cadre de ce qu'on appelle l'opération programmée de l'habitat, que l'on porte avec, enfin, que Nîmes Métropole porte et que l'on accompagne, qui sont des aides à la rénovation pour les logements vacants. C'est le type de dispositif qui existe à travers ANA, etc. Et puis il y a des mesures coercitives, et c'est ce que nous avons décidé récemment, en début d'année ou l'année dernière, en conseil municipal, qui est la fiscalité sur le logement vacant. Et nous avons boosté la fiscalité sur les logements vacants pour inciter les propriétaires de ces logements vacants à les remettre sur le marché. C'est du Airbnb, c'est du... Non, c'est du logement non occupé. Ça peut être du Airbnb, mais c'est aussi du logement non occupé. On a beaucoup de logements, notamment en centre-ville, on a beaucoup de logements non occupés sur la commune. Liés à des indivisions, liés à des choix de propriétaires, des successions qui ne sont pas abouties. On a fait un recensement sur le centre-ville, on a fait un recensement de métropole, et en fait on a beaucoup de biens qui appartiennent à des gens qui ne sont plus à Marguerite, qui ont hérité de cette maison-là, mais qui habitent un peu partout en France, et qui certainement n'ont même plus conscience qu'ils sont propriétaires de cette maison qui devient un taudis. Donc, on ne peut pas aller obliger un propriétaire à remettre son bien à la location ou à la vente, mais on peut essayer de l'inciter ou de le contraindre. Je pense que là, il faut que ça dépasse largement la sphère géographique. C'est plutôt... J'entends pour les téléphones. C'est perturbant. Moi, je pense que les associations des maires de France ont un carte à jouer. Parce que dans l'état actuel des lois qui sont mises en application pour les logements vacants, et Dieu sait que dans certaines communes, il y en a encore plus qu'à Marguerite, il faut faire en sorte que ces logements puissent être péremptés. Est-ce que la SAFER peut jouer là-dessus? Je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Mais il serait peut-être temps que les maires de France se prennent à bras le corps ce dossier, parce que de plus en plus d'endroits, il y a des logements vacants qui ne savent pas et qui ne permettent pas à la population française. Alors la SAFER, non, parce que la SAFER, c'est sur les terres agricoles. Oui, mais je comprends ce que... Je donne un organisme comme ça. Aujourd'hui, alors, donc, effectivement, c'est un sujet d'ordre national, hein, et il y a des communes bien plus impactées que nous. On pense souvent à l'exemple de Paris, d'ailleurs, hein, qui a énormément de logements vacants pour d'autres raisons, d'ailleurs. Mais la mesure fiscale qui permet de surtaxer, enfin, clairement une surtaxation des logements vacants, c'est une loi toute récente. Donc il y a cette prise de conscience, là. Une dernière question concernant l'habitat. Vous avez parlé maintenant avec des projets de construction, vous demandez, moi, avec le PLU, mettre en place une sorte de végétalisation à l'intérieur des habitats individuels. Quelles seront les contraintes pour les futurs propriétaires de faire ça? Alors, ça s'imposera à toute demande de permis de construire, à toute demande d'autorisation de travaux selon la nature des travaux. Concrètement, comment ça va être contrôlé? Ah mais comme on fait pour une instruction de permis, c'est-à-dire que une fois quand quelqu'un dépose un permis, l'opération se termine par une conformité permis, on ira vérifier la conformité du permis. Et le permis ne sera pas déclaré conforme s'il ne respecte pas les règles. Alors il ne sera pas accepté si dans le moment du dépôt il ne respectera pas les règles, et il ne sera pas validé s'il n'a pas respecté. C'est des choses qui existent par ailleurs, hein. C'est pas une spécificité dans l'entreprise. D'autres questions sur ce sujet du plan local urbanisme et des enjeux? Donc je vous propose peut-être de venir plus particulièrement aux questions qui concernent le quartier Genestée, alors qui est un quartier vaste.
peut-être revenir sur les sujets que vous aviez mis en avant lors des réunions, de la réunion de l'an dernier. Je pense à un chantier qui a été important sur ce quartier, qui a été la bretelle d'accès sur le département 186, une nouvelle bretelle qui a été mise en place à la rentrée, si je ne me trompe pas. L'aménagement de la place Champollion, qui était donc à la demande du comité de quartier et des riverains de la place Champollion. Donc il y a un aménagement paysager avec une plantation d'un certain nombre d'arbres. Je n'ai plus évidemment en tête, mais il y a une dizaine d'arbres qui ont été plantés, pas mal d'arbustes. Des projets, je lance la pierre parce que là c'est un projet, ce sont les riverains qui sont allés voir le comité de quartier en disant nous, on a envie d'embellir et de végétaliser notre place. Et par l'intermédiaire du président du comité de quartier, nous avons été sollicités, et notamment Mme Guiraud, puisque c'est de ça, et Mme Limonès, nous avons porté avec eux pendant une année de projet, nous l'avons inauguré il y a quelques semaines. Donc, si vous avez des projets d'embellissement et d'aménagement de vos espaces dans vos quartiers, n'hésitez pas à faire cette démarche-là. Quand cette démarche est collective, quand elle est partagée, je trouve que c'est le meilleur moyen d'aménager au mieux nos quartiers. C'est vous qui vivez au quotidien dans vos quartiers, donc c'est bien de suivre cela. Nous avons, à la demande là aussi des riverains, aménagé et créé du stationnement sur une partie de l'avenue Genesté et sur la rue Lamartine, je me souviens bien, monsieur Morin, donc des aménagements routiers avec des bretelles. On a fait plusieurs réunions sur place, mais donc on a réalisé ces aménagements-là. Là aussi, on a l'écoute des demandes qui sont faites. C'est vous qui... je prends l'exemple du stationnement sur l'avenue Genesté. Il ne pouvait se faire que sur la base de l'appréciation des habitants. Alors on l'a fait que sur une partie de la rue, parce qu'il y a une partie de la rue qui nous a sollicité, mais c'est des choses qui peuvent être déployées, qui ont une double ambition. Aménager le stationnement, puisqu'il était un peu anarchique et les voitures se garaient l'une en face de l'autre et c'était un peu compliqué pour cette jeunesse, mais en même temps créer des chicanes pour essayer de réduire la vitesse sur un axe large et droit, donc particulièrement implanté. On a réalisé tout récemment le parking des Pâquerettes. On a organisé le stationnement rue des Aubépines. Et puis après, on a été mis en place parce qu'on est sur le quartier, dans des containers de tri, et puis la mise en place de nouveaux columbariums au cimetière. Ça, c'est ce qui a été fait depuis la réunion que nous avons eue ensemble. Des sujets qui n'ont pas encore traités, mais qui sont programmés. Et je ne les vois pas, monsieur. C'est la question de... Si, monsieur, il a été OK. La question de la rue de Nerval, rue Gérard de Nerval, qui est une voirie qui est dans un piteux état, et qui a la particularité, parce qu'il y a d'autres rues sur la commune, il n'y a pas de réseau des eaux de pluie. Et donc avant de faire la voirie, on a sollicité une métropole pour savoir quand est-ce qu'ils comptaient intervenir, afin qu'on ne fasse pas de travaux de voirie, si demain, eux, ils interviennent l'année qui suit. Leur réponse a été quelque peu évasive. Comme beaucoup de collectivités, ils rencontrent des difficultés budgétaires, on a un peu du mal à se projeter sur les investissements. Mais on nous parle de 2027, donc ça, on le saura mieux à la lumière du budget 2026. Mais ce qu'on s'était dit, si effectivement les travaux de métropole se font en 2027, on fera la voirie dans la foulée. Si tel n'est pas le cas, on fera la voirie et on verra des métropoles à ces études ultérieurement. Il y a d'autres sujets d'évacuation des eaux, mais on a des solutions techniques pour les traiter. La mise en place du flot cimetière, bon, ça, je ne sais pas trop ce que c'est, mais on peut mettre en place le flot cimetière.
Et par contre, il y a des sujets qui n'ont pas été achevés par rapport aux demandes qui avaient été faites. L'aménagement rue de Clarence-Sargue, avec notamment, pareil, la réalisation l'aménagement et l'organisation du stationnement. Mais cela, il faut qu'on mette en place une concertation avec l'ensemble des riverains de la rue. Il y avait la question du remplacement des arbres avenue des Galobés. Donc là, on a rencontré des riverains. Donc il faut que l'on procède au dessouchage des arbres existants et pour pouvoir envisager de nouvelles plantations qui, elles, n'abîment pas, n'altèrent pas les murs de clôture. Et enfin, il y avait le sujet de l'aménagement de l'espace vert rue Jonquille sous les oliviers, avec la mise en place du terrain de boule, du terrain de pétanque et de banc. Alors on a un petit problème, c'est qu'on n'est pas propriétaire de ce terrain-là, donc il faut qu'on règle les problématiques de propriété. Il est passé au travers celui-là, pour qu'on puisse aménager ce lieu de vie. Je le disais hier dans une autre réunion, il y a quelques années, lorsque le lotissement a été créé, on a créé des espaces verts partout et on a mis des bancs, des terrains de boule. Il y a eu une période, il a fallu tout enlever, parce que ça générait des mesures, etc. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a la demande inverse d'espaces de jeu pour les enfants, de terrain de boule, de bancs. C'est marrant les modes, comme elles évoluent. Donc ce qui a été enlevé il y a quelques années, par endroit, on nous demande de le remettre. Tant mieux, parce que ces espaces-là, autant qu'ils soient des lieux de vie, plutôt que des espaces abandonnés et non utilisés. Donc voilà pour les sujets que j'avais moi sur les comités de quartier. Vous en avez, sur les quartiers, pardon, vous en avez certainement. Il y en a un qui va venir, donc si vous permettez, j'y viens de suite. C'est la question de la vitesse à 1000 mètres. Je savais que ça venait. Parfois, vous avez eu l'occasion d'échanger avec notamment M. Chantrier et M. Courant, me semble-t-il. Donc, pour faire un peu le point, donc, il y a des ralentisseurs qui ont été enlevés, ce qu'on appelle les coussins d'arrière, qui ont été enlevés parce qu'ils étaient détériorés. Donc, il y a ce titre-là dangereux, détérioré, parce que, bon, avec les travaux qu'il y a, la multiplication des travaux dans la rue depuis plusieurs années, ben, ils ont été annulés, mais ils n'ont pas été réinstallés. Pourquoi n'ont-ils pas été réinstallés? Parce qu'aujourd'hui, d'abord, la réglementation évolue en la matière, et ce qu'on appelle les dodanes, aujourd'hui, sont fortement déconseillés et seront interdits à terme. Donc on demande aux communes d'aller vers d'autres types d'aménagement. C'est les essais qui ont lieu en ce moment sur la rue de Paris, avec les systèmes de chicane, les systèmes de rétrécissement. C'est aussi avec les aménagements de ce qu'on appelle les plateaux traversants. Donc ces grands plateaux surélevés qui font la largeur de la route, sur lequel on a un passage piéton. C'est ça, M. Chantrier, par exemple? Donc ça, c'est des aménagements qui sont conseillés. Ou alors, effectivement, ce que l'on fait aussi ici ou là, la mise en place de stop, de céder le passage pour casser la vitesse. Bon, sur Mézirac, il faut qu'on réfléchisse effectivement à cette question des aménagements. Le problème, c'est qu'on est toujours en travaux sur Mézirac et de lancer la mise en place notamment de la réalisation du plateau traversant, c'est quand même des investissements. C'est dommage de le faire alors que les travaux se termineront d'ici quelques mois. Donc, il faudrait faire des expérimentations, mais aujourd'hui, c'est pas l'idéal. Néanmoins, le problème de la vitesse, il perdure. Donc, il est là, il est bien là. Alors, on a demandé à la police municipale de multiplier les contrôles. Alors, cette semaine, d'ailleurs, ils y étaient, si je ne me trompe pas, et la CRA à venir aussi, deux contrôles qui ont été effectués. Je crois qu'il n'y a pas eu de PV, d'ailleurs. Je crois qu'ils ont entendu ça. Bon, on a demandé à la PM d'être plus présente sur ce secteur-là. Et à titre provisoire, nous allons réinstaller des coussins d'arrière. À titre provisoire, parce que c'est une solution qu'on ne souhaite pas maintenir.
Mais à titre provisoire, nous allons réinstaller les poussins marinois qui seront enlevés lorsqu'on refera l'aménagement de l'avenue de Mézira, qui devra être pensé avec la question de la voie cyclable, etc., et qui fera l'objet d'une large conservation, d'une large discussion de tous les éléments qui sont sur ce quartier. Voilà, j'ai devancé la question et voilà, j'apporte des réponses aux personnes concernées. Excusez-moi, monsieur le maire. Oui. Il n'y a pas que l'avenue des Eracs, avec la nouvelle sortie que vous avez faite à l'avenue GDC. Là aussi, il y a du passage à très grande vitesse dans l'avenue des Jonquilles. Ouais. Alors là aussi, donc on est sur une voirie qui subit aujourd'hui les travaux. L'ambition, c'est une fois que les travaux seront terminés. Donc, alors, les travaux ils se terminent à l'horizon automne 2027. D'accord? Comment? Non, mais les travaux, les travaux qui sont sur la parcelle Mézira, qu'on voyait tout à l'heure, donc induisent des dégradations sur la rue de l'avenue de GST. Donc pour traiter l'ensemble des gens qui avenue de GST, donc on attend que ces travaux soient terminés et du coup procéder à un réaménagement de la voirie totale de ces deux voies et de créer les aménagements qui nous permettront de casser la vitesse aussi sur ces deux. Je peux poser ma question. Oui, pardon, monsieur. Sur l'avenue des Jonquilles, là, c'est un moteur qui vient de rentrer. Il faudrait tant qu'on mette des ralentisseurs ou alors 30 à l'heure, parce que là, c'est vraiment une autoroute qui rentre à l'entrée de l'avenue des Jonquilles jusqu'au pont du Canabou. Là, ça roule à 60, entre 50 et 60 km à l'heure. Pour traverser toute cette avenue pour aller au... Donc c'est bien ce que je vous disais. Dans la perspective de la fin des travaux sur Mézira, on lancera le réaménagement de ce quartier-là, avenue des Jonquilles, avenue de Genesté, au moins jusqu'au rond-point de la rue du Canabou et de l'avenue Après, il y a trois plaques des roues là. Et la nuit, on peut voir personnellement que je me trouve au début de l'enfance de Fermat. Il y a une plaque chaque fois qu'on ne passe, clac. Aujourd'hui, je fais mon portail et j'avais mal à la tête. Je comptais plus de 150 voitures et 8h30 que je me suis mis au boulot jusqu'à 5h. C'est une vraie autoroute. Donc, dans le cadre du réaménagement, tous ces sujets-là, dans le cadre du réaménagement de ces deux rues et de la voirie de ces deux rues, à travers des aménagements, je vous dis, aujourd'hui, on ne tend pas vers un ralentisseur, on tend vers d'autres équipements, quoi qu'il arrive, dont l'objet est de réduire la vitesse. Et la question de la plaque qui fait clac-clac, le fait de reprendre la voirie, le grand sera repris. Non, mais je crois, et nous sommes souvent sollicités pour ce type de problème. Et pareil, que vous venez de dire, il faudrait mettre la police municipale ou quelqu'un qui vienne contrôler un peu la vitesse des passages là. Parce que là, c'est important. Pour les plaques, chez Aubry, oui, on peut leur demander d'intervenir là. Mathieu, tu l'as noté, la plaque. Juste attends, il y a monsieur Bourrier, madame, et puis après je vous donne la parole. Est-ce que l'avis des entreprises sera pris en compte dans le réaménagement de la ville que vous faites Alors, aujourd'hui, on n'a pas arrêté le projet. Quoi qu'il en soit, lorsqu'on intervient dans un quartier, on essaye, en fonction de l'état de la voirie ici. C'est aussi pour la vitesse que je demande, parce que rue des Aubépines, en fait, c'est la continuité, et l'entrée de rue des Aubépines au sortie, c'est extrêmement... L'aménagement de la vitesse, c'est pas très compliqué. C'est pas de gros investissements. En fait. Parce que ce qui est compliqué, c'est les investissements. Vous l'avez bien compris, c'est le budget. Parce qu'on fait une voirie, c'est un gros investissement. Mais gérer les problèmes de sécurité, non, parce que les aménagements, c'est souvent de la peinture ou des petits aménagements. Donc oui, évidemment, on traitera l'ensemble des quartiers. Mais quoi qu'il en soit, lorsqu'on rentrera dans le processus de réaménagement de ce quartier-là, de la voirie de ce quartier-là, on fera une réunion pour tous les riverains concernés de toutes les rues concernées. Monsieur Borin.
malgré les aménagements. C'est mieux, mais c'est pas parfait. Non, mais c'est pas une critique. Oui, non, mais je Non, mais quoi qu'il en soit, tant qu'on aura affaire à des gens qui, derrière leur volant, sont seuls au monde, on peut faire tous les aménagements qu'on veut. sais qu'il y a l'école Complètement. il y en a un, il y a du chantier de ça, Ah ouais. et le centre. Il est classe. Si vous mettez la police municipale, vous allez faire tout le monde en ligne. Monsieur Castellada, puis je viens à vous. Quand on a parlé de l'entrée de Marguerite pour desservir les voies de chemin qui sont sur vous avez réalisé cette entrée. Il était question de faire une entrée aussi de l'autre côté du Canadou là-bas. Elle va se faire quand celle-là? Vous avez raison, pardon, de le préciser, j'ai oublié de le dire. Oui, elle se fera sur l'exercice 2026, rencontrée rue des Hommes. Donc l'idée, je vous rappelle, quand on s'était vu, c'était donc le constat, c'est que sur la ville de Mézérable, sur le rond-point Mézérable ou rond-point de Super U, 7000 véhicules jour, et que l'idée c'était de répartir les flux sur 3 entrées différentes, de ce côté de Marguerite, donc avenue de Mézérable, rue Genesté et rue des Aubes. Le projet est toujours. Le projet aujourd'hui est tracé, il reste aujourd'hui à financer, donc ce sera sur l'exercice 2026. Attendez, une question là, Jean-Luc, je te laisse. Je voulais savoir si les caméras de vidéo étaient opérationnelles sur les arts. Et s'il y avait de la verbalisation avec ou pas. Alors, toutes les caméras sont opérationnelles, toutes les caméras sont reliées au service de vidéoprotection de Nîmes, 70 caméras qui sont reliées au service de vidéoprotection. Par contre, nous n'avons pas en place sur la commune la vidéo-verbalisation. C'est quelque chose qui est à laisser sur la ville de Nîmes et qui n'a pas été déployé sur le reste du territoire. Donc c'est pas quelque chose aujourd'hui qui fonctionne. Mais, alors, ça sert aux forces de police, pour pouvoir suivre les éventuels criminels et constater les infractions qui se font. Alors, elles sont surveillées, regardées 24 heures sur 24. Lorsqu'il y a une arme qui gêne, parce que le service des métropoles nous le signale et on est là. Ah ben on intervient, on peut l'avouer. Quoi qu'il en soit, les caméras, elles sont positionnées avec l'aval de la gendarmerie et avec l'aval des services de Nîmes Métropole. Donc au regard du contexte qui entoure la caméra. Donc c'est normal qu'elle ne soit pas dirigée sur ce fameux rond-point, mais qu'elle soit plus pour localiser un véhicule qui circule. C'est la caméra du GST. Ouais. Non mais effectivement, elle est. L'inconvénient de ce rond-point, c'est qu'il y en a beaucoup qui arrivent très fort. Quand ils sortent, ils se retrouvent sur la voie opposée. Souvent, ils se prennent le permis aussi. Sinon, qu'ils le coupent carrément parce que c'est trop compliqué de faire. Oui, mais je me vois bien. Oui. Voilà. Non mais donc on n'est pas rentré dans le dispositif de vidéo-verbalisation. Alors encore, je ne sais pas si ça se fera d'ailleurs parce que c'est à laisser. Les retours que j'ai, c'est pas totalement concluant. Mais c'est oui, alors selon les caméras, elles tournent sur la ligne. Aujourd'hui, la commune, moi je me souviens lorsqu'elle est arrivée, je dis souvent lorsqu'elle est arrivée en 2020, avec M. Courant, on a été reçu 2 jours après notre prise des chartes en gendarmerie qui nous disait que Marguerite n'était pas connectée à ce système de vidéoprotection. Il y avait une trentaine de caméras mais qui n'étaient pas connectées. Et du coup, lorsqu'il suivait une voiture, il a perdu la Marguerite. Et le fait de s'être connecté, c'est combien d'investissements 400 000 € d'investissement qui ont été réalisés, qui permettent maintenant d'élucider pas mal d'affaires et de suivre. Et on a pas mal d'affaires qui ont été élucidées grâce aux caméras. Mais on n'a pas franchi le pas de la vidéo-verbalisation. Vous savez,
Le problème, sur le rond-point, on ne pourra pas mettre de dodane. Sur un rond-point, on ne pourra pas mettre de dodane. Et celui qui voudra faire des tours, malheureusement, on n'empêchera pas. Les imbéciles, on ne peut rien faire contre. Comment? Pardon. Ah, mais pour le coup, la vidéo-verbalisation serait une réponse. Si c'est efficace, je peux vous dire qu'on ira dessus. Même si ça ne rapporte rien à la commune, parce que les PV, ce n'est pas la commune qui les encaisse. Parce que la PM et le PV, ça n'est pas dans les caisses de la mairie, ça va dans les caisses de l'État. Néanmoins, c'est effectivement tout efficace. Je ne sais plus qui avait demandé la parole. Monsieur, parce qu'il n'y a pas de parole. Nous, on revient un peu sur l'entrée du nouveau lotissement à Bimezerac. Donc nous, il n'y a que 3 familles qui sont concernées par les sens interdits qui nous pourrit la vie, qui est mis un peu en avant. Juste à l'entrée du nouveau lotissement, il y a un sens interdit. C'est que nous, pour sortir, on est obligé de faire tout le tour du lotissement. Donc en ce moment, je vous le dis, personne ne le respecte. Les déménagements, c'est normal, les déménages, les travaux, les semi-stationnés au milieu, tout ça. Et la rue est très étroite. Et surtout, les camions de livraison ne peuvent pas faire le demi-tour pour prendre le bon sens. Ils sont obligés de prendre le sens interdit. Donc, on avait vu avec M. Courant, il commençait à y avoir des tensions, de grosses tensions même. Donc, c'est pour ça qu'on est venu il y a la semaine dernière ou il y a 15 jours pour voir ce problème. On a fait état. Donc, le sens interdit, il a été mis, il a été positionné avant que les travaux démarrent, pour organiser le centre de circulation notamment dans le temps. Après, petit à petit, ce quartier grandit, les habitants arrivent et avec eux les véhicules. Donc il faut qu'à l'usage, effectivement, on se re-questionne sur ce qui a été organisé. Ce qui est sûr, c'est que la voie n'est pas dimensionnée pour accueillir le double sens. Ou alors, ça demande une discipline. Mais ça peut être le cas. Ça demande une discipline parmi mais il n'y a rien de fermé. Ça fait 1 an et demi, à peu près 1 an et demi qu'il y a, il y avait une discipline. Là, les 2 derniers mois, je ne sais pas, les habitants en quoi, là, ça commence à être... Alors, non, il faudra se poser la question, est-ce qu'effectivement, on maintient ce sens de circulation-là, est-ce qu'on le change, ça peut être une idée, est-ce qu'on met en place un double sens sur cette portion-là? Tout simplement, les camions ne peuvent pas faire demi-tour. Oui, le problème, c'est que là, aujourd'hui, il y a les camions. Demain, il n'y aura plus les camions. Il y a des livraisons ici. Oui, mais enfin, on n'aura pas les engins qu'on a un petit camion de livraison, il peut y a semi-remorque. Mais après, si les gens se... Alors, là aussi, on l'a fait, alors, dans le quartier, c'est le quartier Pradenne, on l'a fait autour des Villégiales. Si les gens ne se stationnent pas comme on se doit de se stationner, c'est-à-dire s'ils se garent sur le trottoir, s'ils se garent en double fil, eh bien on mettra en place d'abord les potelets pour interdire de se garer sur le trottoir, ce qu'on fait rue Charles Lissac, et puis on a raison. Non, mais là, il n'y a pas de problème de stationnement, c'est pas possible. Ah, mais si les camping-cars gênent, c'est qu'ils sont là-bas. Non, mais mon beau-père, avec un camping-car, il ne peut pas faire le demi-tour de... En fait, on ne peut pas sortir de chez nous. On ne peut pas sortir avec un gros engin, on ne peut pas retourner à droite de chez nous. On n'y arrive pas. Donc c'est pour ça qu'il faut regarder si le sens de circulation a été bien pensé. Et la sortie de l'autre côté, on n'a aucune visibilité non plus. Non, mais c'est pour ça que il faut laisser les constructions se terminer. C'est une question de quelques mois. Laissons les camions partir, les travaux se terminer et les camions partir pour qu'on puisse regarder l'usage et fonctionner avec un quartier qui vit pleinement. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans un mode dégradé avec le chantier. Ça fait 1 an et demi, c'est pas de problème. Il n'y a que les 2 derniers mois là que ça commence à être vraiment problématique, mais vraiment. Donc après, ouais, on doit attendre la fin des travaux. Mais qu'est-ce qui fait que ça soit problématique maintenant? Des gens qui sont en face, des gens qui arrivent en face, donc on se laisse passer, on se laissait passer jusqu'à présent, et après il y a 2-3 habitants, ça ne plaît pas du tout, ça gueule, ça... Voilà, la dernière fois mon fils sont sortis de la voiture quand même. Je veux dire, on en arrive là. Pourquoi? Donc certains ne respectent pas le sens interdit, c'est ça? C'est nous qu'on ne respecte pas le sens interdit. Les 3 habitants, on ne respecte pas le sens interdit. On ne le respecte pas, parce que déjà, comme on vous dit, avec les camions, on ne peut pas faire... Non mais soit le sens interdit est mal placé. Exactement. Voilà, soit le sens interdit est mal placé, auquel cas il faut le déplacer, soit il faut changer le sens de circulation. Parce que le sens a été mal pensé. Mais je dis encore les sons... Alors il faut effectivement que les sons soient disciplinés, mais il reste...
livraison des logements, c'est octobre 2025. Donc il nous reste quelques mois. Laissons terminer ce temps-là, et puis après on se penchera sur le sujet. Mais on a bien conscience. Oui, la voirie n'est pas terminée, bien sûr. Bien sûr. Allez-y. Alors, on revient sur ce projet Mézérac. Le projet Mézérac, effectivement, il a pris du retard. Donc le quartier, les deux bâtiments qui devaient être finis déjà l'an dernier, apparemment pour un, qui se finit cette année. Et il y a encore quelques maisons qui doivent être construites où ils n'ont pas vendu les terrains pendant un certain temps parce que c'était la période de l'inflation et les gens n'ont pas pu acheter. Et là, ça y est, les derniers panneaux de construction ou de réservation des terrains sont faits. Moi, je ne pense pas qu'il faille attendre la fin de ces travaux parce que pour moi, c'est l'horizon 2025, ça me paraît court-termiste. Je pense plutôt 2026, voire pour certains 2027 pour finir l'intégralité de ce lotissement du Clos de Mézérac. Dans un deuxième temps, je pense qu'il faut peut-être réduire la vitesse généralisée de l'avenue Mézérac avec du GNST à 30 km/h et non pas sur des zones. Parce que même s'il y a une circulation dense, ça impose... Ah oui, mais je sais que ça ne fait pas plaisir à certains, mais moi j'habite à l'avenue Mézérac. Donc, je sais comment ça se passe, même si ma maison est assez éloignée de la rue, ça roule fort, il faut le reconnaître. Donc, il faut peut-être limiter cette circulation à 30 km/h. Concernant ce que dit mon voisin que je connais un petit peu, là où il y a effectivement ce problème du sens interdit, et ça je l'ai remarqué à plusieurs reprises, même en allant me promener, il suffisait que le sens interdit soit un petit peu reculé juste après leur entrée, c'est ça? Ouais, 10 mètres. Voilà, 10 mètres, avec peut-être un petit élargissement de la rue pour juste la sortie, et ça permettait de faire en sorte de calmer les trains, que tout le monde puisse être content de pouvoir circuler dans d'autres conditions. Parfois, moi je persiste ici, et vous le savez, monsieur le maire, j'en ai déjà parlé, les cyclistes, les gens roulent fort, ils roulent vite, et l'avenue Mézérac, ça fait. J'ai une amie à moi qui s'est fait renverser 2 fois en vélo. 2 fois en vélo. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vous serrent sur le côté droit. Donc, la dernière fois, elle a pris la pédale contre le trottoir et elle est partie dans le décor. Il n'en est pas moins vrai qu'il faut que la mobilité se mette en place. Je vous assure que ça permettrait de calmer les esprits. Parce que là, je vois. Alors, la journée encore, ça pourrait aller parce qu'il y a un peu de police municipale. De temps en temps, les gendarmes, je les vois un peu moins souvent. Il n'en est pas moins vrai qu'à partir de 19h le soir, ou le matin très tôt, ça circule très vite. Il faut faire attention à ça. Et moi, ce que j'ai peur, c'est qu'un jour, il y a un enfant, et là, que ce soit un gamin qui soit renversé. Sur la question de l'élargissement de la voie sur 10 mètres, comme l'a dit M. Chantrier, c'est une voie qui va être reprise à la fin des travaux. C'est une voie provisoire qui a été réalisée, qui aujourd'hui est privée, effectivement, parce qu'elle appartient à l'aménageur. Dans le cadre de cette reprise de la voirie, on pourra voir que si on a la place, je ne veux pas lui compter, si on a la place pour agrandir la voirie, ça sera peut-être une réponse, et je ne sais pas du tout si c'est le cadre, mais il est bien en tête que cette voirie elle est provisoire. Elle a été créée pour le temps de la réalisation des travaux, elle ne nous a pas encore été rétrocédée. Mais bon, si la question c'est simplement, si en reculant simplement de 10 mètres en sens interdit, ça c'est pas compliqué. Si avec ça on répond au sujet, c'est pas compliqué. Mais ça n'empêchera pas de trouver une année. Donc après il y a aussi du respect, du civisme à avoir entre voisins. Je viens sur la question de la circulation sur la ville de Mézérac et sur la question des vélos, de la circulation de tous. Bien sûr, on sait que cette voie est identifiée, nous l'avons clairement identifiée dans le cadre du plan local de mobilité durable, comme un axe prioritaire de la circulation à vélo. Pourquoi? Parce que c'est l'axe direct pour aller aux écoles. Et que dans le cadre de savoir rouler, l'opération savoir rouler à vélo, que l'on porte dans les écoles primaires de la commune, nous voulons inciter les jeunes écoliers à aller à l'école primaire à vélo et plus tard aller au collège à vélo. Et pour ce faire, ils sachent rouler à vélo, c'est une chose, les conditions pour rouler à vélo. Donc
Donc cette rue de Mézérac, elle est identifiée. Maintenant, telle qu'elle est configurée aujourd'hui, la ville de Mézérac, dans les conditions dans lesquelles elle est configurée, elle ne peut pas accueillir une circulation à double sens, une circulation à vélo, s'il n'y a pas les aménagements, s'il n'y a pas une zone partagée, il y a différentes solutions, quoi qu'il en soit, il faut qu'on fasse des choix. Les choix, c'est soit de dire, on la met à sens unique et on crée une voie cyclable, soit on la laisse à double sens, mais on crée une zone 20 km/h, donc là, zone 20 km/h où le vélo est obligé. Il n'empêche que, je disais à madame, les imbéciles, ils sont toujours là. Donc, moi je serais d'avis, mais ce n'est que mon avis, et on le partagera ensemble, on travaillera dessus, mais là aussi, il faut attendre que le permis. Mon avis serait d'avoir une voie sécurisée, parce que c'est une voie qui va être principalement utilisée par les enfants. Mais ça a des incidences. Si on fait une voie sécurisée, ça veut dire qu'il faut qu'on organise un sens unique. Et si on organise un sens unique sur une Mézérac, il faut dire que sur une rue parallèle, il faut organiser l'autre sens unique. Donc, c'est une vision de quartier. C'est des choses qui sont dans les tuyaux, il faut qu'elles soient partagées, il faut qu'elles soient appréhendées par tout le monde. Mais comme on l'a fait, moi je me souviens des débats sur l'entrée de ville, rue Jonquille et rue Genesté, il y a eu des débats dans cette salle, et puis c'est parce que ça a été partagé que le projet est fait. Donc c'est comme ça qu'on devra avancer. Pardon, allez-y. Je ne situe pas. Quelle voie vous voulez me dire? Ah, la rue des Vendangeurs. Oui, pardon. Ah, c'est plus loin que l'entrée de Marguerite, dans le virage. Oui. La partie à l'intérieur de la voie, pas loin de Cadabou. Oui, mais c'est quoi. Donc c'est un sujet qui vient souvent, et je suis persuadé que lorsqu'on fera la réunion du quartier de Cadabou, ça reviendra sur le tapis. On a, à l'époque, avant qu'on ait réalisé les travaux, et comme on le fait systématiquement, on a travaillé avec les riverains la question de l'aménagement de la voie, parce que les riverains de la rue des Vendangeurs se plaignaient d'une vitesse excessive sur cette voie-là, et d'une circulation excessive. Nous avons fait plusieurs essais d'aménagement avant de réaliser les travaux définitifs. On s'est entendu sur des essais. Je sais que c'est contraignant. Je sais que ça nous oblige à nous arrêter, voire à rouler quasiment pas, et des fois à obliger de faire une marche arrière. Et bloquer. Mais l'objectif qui était le nôtre initialement, qui était de casser la vitesse, pour le coup, il est atteint. Et je peux vous dire que les riverains de la rue des Vendangeurs, ils sont plutôt satisfaits de cet aménagement-là. Je sais que c'est pénible, mais c'est un peu, je dirais que c'est un peu l'objectif recherché. Oui, non, mais je sais. Mais pour le coup, ça casse bien, ça oblige les gens quasiment à s'arrêter. Mais c'est très sincèrement, c'était l'objectif. Clairement, c'était l'objectif. On était sur une voie droite et on déroulait le Vincent. Et toutes ces voies-là, on est contraint à ce sujet-là. Après, le problème des aménagements, des chicanes, ou des rétrécissements que l'on fait, on est aussi contraint par les portails, etc. Mais très sincèrement, l'objectif c'était celui-là. Et je vous dis, il a été pensé, travaillé avec. Je sais que les utilisateurs sont plutôt mécontents. Je peux vous dire que si on était aux gens des Vendangeurs, ils seront ravis. Oui, non, c'est pas ce qu'ils voulaient, mais le reproche qui était fait à cette rue, le reproche qui était fait par les habitants des Vendangeurs, c'était vraiment ça.
on n'a pas, sur la fréquentation, je ne pense pas qu'on ait beaucoup agi, parce que c'est malheureusement une voie desserte pour éviter les embouteillages de la voie du rond-point de Super U le matin. Et bon, je leur dirais que ça a marché sur la ville de Bezos. Pardon, monsieur, et puis après, Et moi, j'ai vu des gars qui sont là et qui vont plus. On ne sait pas qui vont plus. Les gars vont plus. Oui, je sais. Non, mais je sais qu'il y a problème de visibilité. Mais on n'avait pas, enfin, on n'a pas trouvé. Enfin, oui, mais je suis d'accord avec vous. Moi, non, mais je suis d'accord avec vous, je l'emprunte souvent également. Et quand j'y vais à tâtons en me disant, mais en espérant qu'il n'y ait personne. Mais pour le. Non, parce que le miroir est pas. Enfin, je ne sais pas. Il y a des réglementations qui sont précises. Sur un carreau rouge, on a tout regardé, on était même parlé de la zone un feu, pour pouvoir réglementer. Parce que là, les gens, on passe de ce système. Parce que les volets, il y a un retard de l'électricité. Et là, on voulait mettre des ralentis chantiers, que des ralentis chantiers. Donc, on ne peut pas mettre des ralentis chantiers. Et les gens, non mais, moi je suis d'accord, très sincèrement, on ne trouve pas la solution pour donner de la visibilité. On est arrivé à l'objectif effectivement, assez efficace, mais on comprend bien effectivement ce problème de visibilité, et quand on vient de Saint-Gervais, on n'a pas la priorité, on s'engage. Alors on avait un peu écarté pour que les gens arrivent à se garer un peu sur le côté, mais c'est pas suffisant. Mais donc, regardez. Madame Sévère, je vais vous. Sur le Mas-Guérard, j'ai reçu, il y a 6 mois, un projet qui a été déposé. Je me souviens, c'était lors de cette réunion-là, vous nous aviez alerté sur des projets de vente et de visite sur le terrain. Et donc il y a 6 mois, j'ai reçu effectivement le représentant d'un promoteur qui est venu me présenter son projet sur le Mas-Guérard. Le projet, réalisation de 32 logements. Et donc, comme je vous le disais, avec les règles du PLU actuelles, l'élagage, pour ne pas dire la destruction d'un certain nombre d'arbres, parce qu'effectivement, il y a énormément d'arbres sur cette parcelle-là. Je lui ai dit effectivement que le PLU nous permettait de faire ça. Mais que la commune ferait tout pour s'opposer à ce projet. C'était plus de 6 mois, parce que, oui, c'était 6 mois, parce qu'il voulait déposer avant le 31 décembre, je me souviens. Et je lui ai dit que la commune ferait tout pour s'opposer à ce permis-là, avec les moyens qui sont les nôtres, malgré un plus qui leur permet de le faire, mais qu'on leur mettrait tous les bâtons dans les roues, parce que cet espace-là, il méritait d'être identifié et repéré comme un espace remarquable. J'avais quand même déjà en tête, avec l'équipe, de protéger cet espace-là. Je ne dis pas qu'il ne se fera pas de construction Mas-Guérard, mais il y a besoin de respecter. Donc, le promoteur n'a pas déposé d'aménager dans un premier temps. Donc aujourd'hui, il n'est pas venu me voir, mais la vente ne s'est pas faite. Donc il n'y a pas eu de vente, puisque eux conditionnaient ce projet à la réalisation du permis. Donc aujourd'hui, ce terrain-là n'est pas vendu. Parce que la problématique que l'on a, bon, vous savez qu'on parlait de logements sociaux tout à l'heure, la commune a perdu son droit de préemption.
Néanmoins, il y a l'établissement qu'on appelle l'établissement public foncier qui peut préempter, notamment à la demande de la commune. Mais préempter un terrain pour finalement réaliser ton logement, ça sert à rien. Donc la préemption, si le PF préempte, c'est simplement pour réaliser le logement. On ne peut pas préempter pour garder un parc, parce qu'on a perdu ce droit de préemption. Bon, néanmoins, on est arrivé à ce que le projet ne soit pas déposé et que la vente ne se fasse pas. Moi, j'avais même proposé de rencontrer les propriétaires et en disant aux propriétaires, nous, on peut accepter les choses. Tout à l'heure, je parlais de logement senior. Je pense que ce lieu-là pourrait être dédié à l'accueil de logements seniors dans des proportions respectables. C'est une population où il y a souvent moins de véhicules. Donc dans la vie du quartier, ça pourrait le faire. Donc j'ai proposé de rencontrer les propriétaires pour leur expliquer quelles étaient nos ambitions, notre vision sur ce parc-là et pourquoi on les enquiquinerait sur le projet qui était porté. Donc, ils n'ont pas souhaité rencontrer, on n'a pas eu à échanger. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas fait. Mais avec la mise en place de notre nouveau plan local d'urbanisme, et à partir du moment, quand même il ne sera pas encore validé, à partir du moment où nous aurons arrêté les orientations du PLU, donc d'ici la fin de l'année 2025, elles seront opposables à tout nouveau plan. Donc à partir du plus 2026, ces espaces-là, et notamment celui-là, je prends souvent un exemple parce qu'il est particulièrement identifiable à Marguerite et particulièrement remarquable, nous pourrons protéger cet espace. Par contre, la végétation déborde sur la rue et là, bientôt la rue, elle se Là, des ronces, on a taillé d'ailleurs, ma voisine elle a taillé une partie parce que son portail, elle ne peut même plus rentrer chez elle. Nous, Jean-Louis et Maurice, ils ont taillé une partie. Le trottoir, il est impraticable. Il y a beaucoup de personnes avec des enfants, le trottoir, il est impraticable. le problème, alors, Pas longtemps, on ne peut plus passer dans la rue. très sincèrement, je ne sais pas si la police municipale, lorsque ça arrive, la police municipale contacte les propriétaires, je ne sais pas si ça a été fait, sincèrement, je vais m'en inquiéter. Et c'est effectivement la contrepartie d'une parcelle abandonnée, inhabitée et donc plus entretenue. Mais je vérifierai si, parce que la PM, la police municipale, pardon, elle le tourne dans la commune et lorsqu'elle voit effectivement des haies qui débordent, soit elle va sonner chez les gens et en leur demandant d'eux, et soit s'il n'y a personne, on écrit, puis on peut aller jusqu'à faire. Il y a un lampadaire qui est intégré dans ce truc-là. Alors, il est inexistant. Un lampadaire qui ne sert à rien. On le voit même une fois que Maurice, il a pris il me semble, il a pas photo. On n'a qu'un lampadaire dans la rue et l'autre. Bon, il faut qu'on regarde ça, M. Courant, il faut qu'on regarde ça avec la PM. Monsieur, attendez, j'ai une question là, je reviens à vous, M. Juin. Vous avez refait le parcours de la rue des Pâquerettes. Oui, c'est très bien. Mais moi, personnellement, je ne suis pas bien content. Pourquoi? Parce que maintenant, comme il y a du vent ou tout ça, et vous êtes obligé de fermer les fenêtres parce que sinon tout rentre dans la maison. Parce que c'est de la tapissette. Alors je ne comprends pas pour quelle raison on nous a enlevé le goudron et mettre de la tapissette à la place. Alors, pourquoi? Parce que sur les espaces de parking, aujourd'hui, tant qu'on peut le faire, on désimperméabilise les sols. On désimperméabilise les sols. Donc c'est la raison pour laquelle on le fait sur plusieurs endroits, on transforme les parkings goudronnés en parkings plus perméables. C'est pas totalement perméable, c'est pas de la terre, mais c'est plus perméable que du goudron. Donc c'est la raison pour laquelle on l'a fait. Alors, c'est peut-être pas assez compacté, il faut peut-être le regarder, il faut peut-être laisser aussi le temps. C'est tout récent l'installation. Il y a un mois. Il faut peut-être laisser le temps aussi au. Bon, je comprends la gêne occasionnée, mais avec le temps, la poussière va se tasser avec la pluie et la poussière va se tasser. Mais la raison, c'est la désimperméabilisation des sols. Il fallait faire ce qui était prévu après le billet EDF, de faire en tapissette et puis laisser notre parking. Ça fait 30 ans que j'habite à Marguerite. Oui, je le connais bien. Non, mais c'est pas le goudron, c'est pas un problème en soi. C'est la volonté de désimperméabiliser les sols. Voilà, tout simplement. Voilà. Les rendre, permettre à l'eau de s'infiltrer. Ouais, mais on a laissé les anciens trottoirs et on a mis des trottoirs en neuf avec. Oui, mais alors, là aussi, la question de la voirie sur cette rue-là, elle ne pourra s'opérer
que lorsque les travaux à côté seront terminés. Ah bon, le nouveau parking qui a été fait, c'est avec de jolis trottoirs, des bordures de l'autre côté, c'est nickel, mais l'ancien trottoir où on se gare, eh ben, c'est resté à l'ancien. Monsieur Chantier, il y a une partie des trottoirs. On a fait que le parking. On n'a pas touché le trottoir. Et quoi qu'il en soit, cette voirie-là. Je suis passé ce matin en scooter pour voir le parking, mais je me suis arrêté. Oui, vous étiez avant votre voiture. Oui, voilà. Vous repariez à la roue de la voiture, c'est ça. Mais quoi qu'il en soit, cette voirie, elle va devoir être reprise. La voirie de la rue du Zéris et la rue de la Pâquerette, la rue des Pâquerettes. Elle va être reprise parce qu'elle a été impactée par les travaux qui ont été réalisés. Donc on laisse les travaux se terminer et on réalisera là aussi le retour. Elle fait partie des voiries qui ont été identifiées comme priorité. Donc ça sera l'occasion de refaire le retour. Monsieur Juan, pardon. Ah. Alors, la question des 3 stops. Ça, on appelle ça le carrefour Chantrier. Bon, les 3 stops. Je vous avouerai que moi j'ai découvert ça à travers, j'ai découvert la réglementation des stops, le fait de ces 3 stops, à travers ceux du cimetière. Néanmoins, effectivement, le code de la route le prévoit. Le code de la route va même jusqu'à 4 stops. Va jusqu'à 4 stops. Donc, ce que dit le code de la route, je vous invite à aller le voir. Vous allez voir sur Internet, sur Google, Carrefour 4 stops, vous verrez le code de la route le prévoit. Ce que dit le code de la route, c'est que lorsqu'il y a 2 voitures, deux voitures sur le carrefour qui s'arrête au stop, la priorité est pour celui qui est à droite. D'accord. On peut se retrouver dans une situation où il y a 3 voitures qui arrivent, qui se retrouvent arrêtées. Ce que dit le code de la route, c'est que c'est le premier arrivé qui passe. Et après, il faut faire acte de civisme et s'entendre. Pourquoi on a fait ces stops? Pourquoi, en fait, là aussi, j'en parlais tout à l'heure pour la nuit de Mézérac, c'était une des hypothèses, des stops que l'on avait identifiées. La rue Mireille, c'est une rue aussi où les riverains nous ont alertés sur la vitesse excessive, sur cet axe-là, rue qui est très, très étroite, donc on ne peut pas faire d'aménagement. On a créé un stop au niveau de la rue de l'Ancienne Forge, et donc ce troisième stop-là, l'idée là aussi, c'est d'impliquer les gens, je le dis clairement, c'est pas très électoraliste, mais c'est véritable pour effectivement casser la vitesse et que les gens s'arrêtent. Et c'est vrai que les gens s'arrêtent, peut-être un peu plus longtemps, quand c'est à toi, c'est à moi, c'est à toi, c'est à moi, mais pour le coup, ça casse la vitesse. Ça, je ne le sais pas, ça j'avoue que je ne le sais pas. Quoi qu'il en soit, il doit s'arrêter au stop. Hein. Quoi qu'il en soit. Non mais quoi qu'il en soit. Non mais quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, lui il doit s'arrêter au stop. Oui, mais donc. Ah mais il doit s'arrêter. Après, s'il grille le stop, c'est grille le stop. Ah, je vous assure. Mais je vous assure que ça existe. Je vous invite à le voir sur Internet, vous verrez, ça existe. Oui, mais ça serait. J'aimerais bien avoir le retour. Moi, j'aimerais bien avoir le retour. Ah, mais quoi qu'il en soit, les stops, c'est aussi une solution pour casser la vitesse, sous réserve, bien entendu, que les gens les respectent. Hein, mais quand la PM est là, griller un stop, c'est un peu cher. On arrive au bout du timing. Est-ce que vous avez une dernière question? Bon, écoutez, mesdames et messieurs, je vous... Oh, pardon, excusez-moi, madame, excusez-moi. Allez-y, la dernière. Par rapport à un taille de fer, un travaux de taille de fer, tout ça, il va y avoir une amélioration. Alors,
Alors, le bouchon qui se forme, c'est pas lié à Taillefer. Parce qu'il y a des travaux, on va démarrer le bouchon. Alors, je sais pas comment on va être. Alors, je sais pas du tout comment on va être organisé le chantier. Et on a quand même un accès. On a quand même un accès à Taillefer via la piscine. Donc, je sais pas. Très sincèrement, aujourd'hui, on n'en est pas du tout là. Aujourd'hui, il n'y a même pas de projet qui est arrêté. Hein. Mais effectivement, dans l'organisation du chantier, il faudra, ce qu'on avait fait également lorsqu'on a réalisé la T4, les arrêts de bus, il faut que le chantier s'organise en fonction de la circulation de la commune. C'est-à-dire qu'au-delà de. Avant 9h, c'est compliqué de faire entrer les camions. Parce que c'est la période où c'est le plus long. Mais le chantier s'organisera en conséquence. Elle est ouverte à la circulation, dans un sens. Elle est ouverte à la circulation dans un sens. Et dans le cas de l'aménagement, on verra l'aménagement qui sera pensé. Et cette voie sera initiale. Cette voie pourrait devenir, mais je parle encore au conditionnel parce que très sincèrement c'est simplement de la réflexion, pourrait devenir l'accès au bus pour rejoindre le collège, pour éviter de les faire passer par la rue de la Trentaine. Mais je parle encore au conditionnel parce que très sincèrement on a fait là. Mesdames et messieurs, je vous remercie beaucoup de votre participation et je vous souhaite une bonne soirée. Merci.